Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une autre vidéo des Chroniques du bout du monde. J'avais très envie de faire une relecture en fait de la série depuis que je l'ai lu, parce que je l'ai lu il y a pas mal de temps quand j'étais petite, et que ce serait sympa en fait de les lire dans leur langue originale, ce qui est l'anglais bien sûr. Et bah du coup voilà, j'ai commencé, ça y est, j'ai fini le premier tome. Je vais prendre mon bouquin français même si j'ai lu l'anglais, mais au moins pour vous montrer. Donc c'est La Malédiction du Luminar que vous voyez ici. J'adore les bouquins en français, ils sont vraiment super, même si les couvertures sont en paperback là, qui sont vraiment super géniaux. Alors, La Malédiction du Luminar, donc The Curse of the Gloamgloser en anglais. Alors, je vais vous donner une petite introduction de l'histoire. Il y aura peut-être quelques spoils, donc faites attention. Et ensuite, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, mes pensées, mon commentaire, quoi. La Malédiction du Luminar, on suit les aventures de Quint, donc c'est la trilogie de Quint que vous avez ici. Si j'arrive à vous montrer. Et donc l'histoire se passe principalement sur Sanctafrax, que vous allez voir ici. Et il est en fait envoyé par son père, donc le chacal des vents, Orlis Verginix, pour être l'apprenti de Linus Palitax, qui est donc le meilleur ami du chacal des vents, et qui est le dignitaire suprême de Sanctafrax. Donc c'est un petit peu le boss des boss, voilà, il règne un petit peu, enfin il règne. C'est le plus haut gradé, on va dire, de la cité flottante, et donc de l'université flottante. En fait, donc il a fait une découverte un petit peu précise et il a besoin d'un assistant. Maintenant, il faut savoir que Linus Palitax a une petite fille qui s'appelle Maria, ou en anglais Maris. Et ce qui est assez drôle, c'est que, ça aussi c'est un petit spoil, Maria du coup et Quint, en fait ils vont commencer par être ennemis entre guillemets, puis amis, puis amoureux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans des bouquins de YA et que beaucoup d'entre vous aiment. Mais ce que j'ai trouvé, là je fais une petite parenthèse sur l'explication du bouquin, mais j'ai trouvé ça plutôt bien joué en fait, surtout tout au long de cette série, c'est que la place que la romance importe dedans est assez bien jouée je trouve. Alors c'est un roman jeunesse bien sûr, c'est du 9-12 ans, donc on va pas avoir une romance aussi flagrante que dans du YA ou même du new adulte ou même de l'adulte, mais on va quand même avoir donc une progression bien sûr. Donc dans ce bouquin là ils se rencontrent, donc on va avoir toute cette partie un petit peu découverte de la personne, un petit peu ennemi, mais bon en même temps on tombe amoureux. Après on va avoir cette période on va dire de lune de miel qui est très passionnelle en fait finalement. Je sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer ça, mais les premières années d'un couple en général c'est une phase assez lune de miel où les personnes vont être plutôt passionnées. En fait l'avantage de cette série c'est que vu qu'on va avoir une progression chronologique par rapport à une descendance, on va voir donc après Quint, on a la trilogie de Speak, ou Twig en anglais, qui est le fils de Quint et Maria. Et en fait, on va vraiment avoir leur relation à eux quand ils sont plus jeunes. Donc là, ils ont 14 ans, donc c'est un petit peu une amourette, on va dire. Et on va voir la progression quand ils deviennent adultes. Et plus tard, quand on va retrouver Speak, on va voir vraiment cette progression de relation quand ils sont plus âgés, vraiment adultes. Et un petit peu, voilà, ça va être une certaine progression. Et je trouve que le rôle, comme ça, de la romance dans ces bouquins-là est plutôt bien fait. Mais revenons à notre histoire. Alors, en gros, pour vous la faire court, Linus, le dignitaire suprême, va découvrir un ancien laboratoire à l'intérieur du rocher en fait de Sanctafrax qui a été scellé et qui est secret depuis des années. Et en fait, il va essayer de découvrir un petit peu à quoi ça sert et comment s'en servir en fait lui-même. Et donc, il faut savoir qu'en fait à la base, on avait deux types en fait d'érudits sur Sanctafrax. On a les érudits célestes qui sont toujours d'ailleurs présents dans l'histoire, qui s'occupent un petit peu de la navigation, du temps, de la météo, etc. Tout ce qui se passe dans le ciel finalement. Et on va avoir les bibliothécaires ou les chevaliers bibliothécaires qui eux s'occupent des études terrestres et donc tout ce qui est créatures sur la falaise, les remèdes un petit peu médicinaux, les plantes, etc., etc. Voilà. Il y a eu un schisme en fait à un moment et les bibliothécaires ont un petit peu été poussés en dehors de Sanctafrax et en fait leurs études ont été un petit peu perdues finalement dans les méandres du temps on va dire, et ce laboratoire est lié à ces deux choses en fait, les études célestes et les études terrestres. Donc Linus Palitax a besoin de découvrir un petit peu pourquoi et il va demander à Quint de l'assister. Donc là toujours du spoiler, faites attention. En gros Linus va découvrir qu'il peut créer la vie grâce à ce laboratoire et va par accident créer la vie. Et la créature qui va sortir en fait un petit peu de tout ça, ça va être une créature protéiforme, donc un change-forme ou shapeshifter, et qui va devenir maléfique en fait finalement. Et ça c'est le Luminar ou Gloamgloser. Et donc il crée cette créature qui est maléfique et en fait donc le Luminar va devenir un des éléments maléfiques principaux de la falaise. Ça va pas devenir notre gros méchant de l'histoire puisque vraiment le problème que nos héros rencontrent là-dedans c'est surtout la maladie de la pierre. On va revenir dessus un petit peu au fil de la série. Donc le Luminar, c'est vraiment une présence maléfique qui est toujours là, qui est toujours un petit peu son ombre plane sur la falaise, mais c'est pas le méchant principal. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant et assez différent. Ça, c'est un petit peu pour l'histoire de ce bouquin-là. Maintenant, allons voir un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors, j'ai trouvé que c'était un livre qui était en fait assez
pas difficile à lire et pas choquant, parce que j'ai lu bien pire bien sûr, et que ça reste quand même du jeunesse. Maintenant, il y a beaucoup de moments où c'est assez intense et les émotions sont vraiment là. Si on est vraiment investi dans le bouquin, moi j'ai ressenti des émotions assez fortes. On va voir par exemple la mort de Ulmus Pétulant, qui s'appelle Bungus Septril en anglais, je sais pas pourquoi ils ont changé leur nom encore, mais voilà, qui est assez cru en fait. Ils vont se retrouver, en fait donc ce type-là c'est un érudit terrestre, ils vont le rencontrer à l'intérieur du rocher de Sanctafrax, et donc il va les aider un petit peu dans l'aventure, mais voilà, lui-même va mourir, et c'est assez cru en fait, c'est assez difficile comme passage à lire, ça fait peur en fait, et ça prend vraiment au trip. Pareil, donc toujours à l'intérieur du rocher, Maria et Quint se font attaquer par une brassine, donc Glester, qui est une entité un petit peu qui vit dans le rocher en fait, et ils se nourrissent d'émotions, donc la peur, la panique, j'imagine le bonheur aussi pour certaines d'entre elles, mais du coup voilà, ils se font attaquer et c'est assez cru quoi. Je veux dire, elles s'attachent en fait sur nos personnages et elles vont aspirer les émotions, mais physiquement, donc coller. Chose qui m'a fait aussi un petit peu tiquer, c'était effectivement donc la création du Luminar. Linus va en fait dans un chapitre expliquer un petit peu à sa fille et à Ulmus du coup comment est-ce qu'il en est parvenu à créer le Luminar. Et la création fait assez peur, les dessins autour sont assez... ils prennent aux tripes en fait finalement, et on va voir la progression en fait maléfique du Luminar, mais tout doucement, et on va comprendre en fait que cette créature qui était toute mignonne, toute gentille, toute innocente, va devenir quelque chose de terrible. Et c'est vraiment cette montée en puissance qui est assez... ça glace le sang en fait, c'est vraiment ça. Si je pouvais vraiment mettre des mots sur l'émotion, c'était voilà, ça m'a glacé le sang, ce passage-là. Et je trouvais que c'était vraiment bien écrit, dans le sens où voilà, ça m'a fait ressentir des choses très très fortes, et je pense que c'est pas loin de me donner des émotions encore plus fortes, donc on va voir au fil des bouquins, mais il me semble dans mon souvenir que il y a eu des moments où voilà, j'ai versé la larme, donc à voir. Ensuite, il y a un autre passage, on va dire, ou un autre élément de ce bouquin qui m'a fait tiquer un petit peu, c'est le rôle que Maria a dans le livre, et le fait que son père a préféré demander à son meilleur pote de lui prêter son fils, entre guillemets, pour être son apprenti, plutôt que de demander à sa fille. Il y a plusieurs questions que ça soulève là-dedans. C'est un bouquin donc, qui est paru en 2001 en Angleterre, il me semble qu'il est sorti en 2006 en France. Donc c'était il y a un petit peu plus longtemps. Mais toujours est-il que c'est un bouquin qui a été écrit fin des années 90, début des années 2000. Donc fin des années 90 pour la trilogie de Twig, et celle-ci juste après, au tout début des années 2000. Et on se rend compte qu'à cette époque-là, à ce moment-là, énormément en fait d'écrivains ou d'auteurs écrivent des bouquins de fantasy, que ce soit jeunesse et YA bien sûr, avec comme héros principal un garçon. Donc on a par exemple Harry Potter, voilà, c'est flagrant. Percy Jackson, enfin je vous passe, voilà. Ça m'étonne pas qu'ici on se retrouve avec des personnages principaux masculins, mais du coup le rôle des femmes ici et le nombre de femmes est assez limité. Par exemple dans ce bouquin-là, franchement, il y a Maria et peut-être genre la servante troll et c'est tout quoi. Il y a pas, voilà, c'est un petit peu avec un regard bien sûr contemporain, 2021. Ça dérange un petit peu. Je pense notamment au fait que récemment, on a eu pas mal d'élus qui étaient des femmes ou des filles, on va dire. Donc du coup, forcément, quand on lit ça, on se dit, tiens, attends, il y en a pas beaucoup là-dedans, c'est un peu bizarre. Et j'ai pas envie de jeter la pierre en disant, voilà, c'est leur faute, ils auraient dû en mettre plus. J'ai pas envie non plus de défendre le fait que ce soit une certaine époque et que ce soit avant, etc. Voilà, c'est juste, on va dire que c'est un fait, c'est comme ça que ça se passe là-dedans. Le fait que le père de Maria, donc Linus, ne prend pas sa fille comme apprentie, ça nous donne aussi certaines autres clés par rapport à son personnage à lui, et on va un petit peu comprendre pourquoi. Donc au début, quand on commence à lire la moitié du bouquin, on se dit, oh là, Maria, elle est hyper jalouse de Quint, elle est hyper immature, ça va pas du tout, elle est super jalouse de lui. Et en fait, on se rend compte de pourquoi, évidemment. Mais on se rend compte aussi qu'en fait, elle est hyper négligée par son père. Son père, donc Linus, avec toute la progression et avec tout ce qu'il va faire par rapport au Luminar, à découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce laboratoire et à jouer un petit peu à être Dieu, en fait, créateur, on se rend compte que c'est un personnage qui est pas forcément mauvais, mais qui est pas forcément bon non plus. Et ça nous donne un personnage complètement gris. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve, parce que ça explique très très bien le fait de pas choisir, en fait, Maria comme apprentie, d'avoir cette vision un petit peu arriérée du descendant et d'avoir plus de confiance en lui. Mais elle va complètement retourner l'affaire. Et en fait, ce que j'ai trouvé super beau en fait dans ce bouquin-là,
c'est qu'on va avoir sa progression. En fait, on va avoir un arc, pas de rédemption avec Maria, parce qu'au début, elle déteste Quint et finalement, elle va devenir amie avec lui et des sentiments vont grandir. Donc, c'est pas un arc de rédemption vraiment à proprement parler. C'est plutôt un arc, en fait, où elle grandit. Et elle va passer donc de cette fille un peu immature, elle va comprendre les choses et petit à petit, en fait, elle va grandir. Et ça, j'ai trouvé ça super parce que c'est vraiment une place très importante en fait finalement. Donc voilà, ça c'est un petit peu deux points que j'avais vraiment envie d'aborder. Il y a plein de choses que je pourrais dire là-dessus et je ferai certainement d'autres vidéos à venir sur des points un petit peu spécifiques de la série. Mais je finirai un petit peu cette vidéo en disant que c'est un univers qui est magique. Moi j'ai adoré. Les descriptions là-dedans sont incroyables. Les descriptions des bâtiments dans Sanctafrax, tous les décors mais aussi les personnages, ce qu'ils portent. Et ça bien sûr ajouté avec les illustrations de Chris Waddell, c'est un vrai bonheur quoi. Particulièrement aimé le passage où Quint doit aller dans la grande bibliothèque pour aller chercher un parchemin spécial et il rentre dans cette espèce d'énorme hangar presque. Il y a plein de parchemins partout, c'est vraiment hyper bien décrit et ça fait vraiment endroit abandonné mais plein d'histoires, il y a tellement de choses à voir là-dedans et il gravit ces petites échelles en fait pour atteindre ce parchemin qui est très précis et très précieux. Ça, on en apprend beaucoup plus sur bien évidemment donc la falaise, le système de Sanctafrax qui a l'air d'être un système qui est assez masculin, il n'y a pas beaucoup de femmes donc ça a l'air d'être quelque chose d'assez fermé, d'esprit, etc. Je recommande aussi de lire dans l'ordre chronologique parce que comme ça vous allez pouvoir avoir toute la progression et toutes les informations comme ça d'un bout à l'autre sans avoir à vous arrêter et à revenir en arrière, voilà. Là tout va avoir du sens et on va se retrouver pour le prochain qui est Les Chevaliers de l'Hiver ou The Winter Knight que j'ai ici. J'en suis à un bon quart et c'est donc une vidéo qui sortira dans pas trop longtemps. Sur ce, je vous laisse, je vais aller lire et peut-être monter un peu, peut-être manger quelques pâtes, je vais voir. Je vous dis à dimanche prochain. Salut!